Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bon, on va parler du Chili. C'est sûr. Il s'est passé un certain nombre de choses au Chili ces derniers jours. Un vote multiple, avec des conditions d'ailleurs d'accessibilité à des responsabilités différentes selon que on est constituant, on a été élu comme représentant à la constituante ou candidat à gouverneur, ou qu'on a été élu gouverneur, qu'on a été élu maire. Donc là, il y a un dispositif extrêmement complexe qui rend assez difficile la lecture comparative des résultats. J'ai l'impression, mais ce sera ma première question, qu'il est difficile de tirer des leçons en comparant le résultat à la constituante, à la convention constituante, et pour les élus régionaux et locaux. Oui, effectivement, il n'y a pas apparemment ce que nous disent les spécialistes, c'est qu'il n'y a pas forcément une relation, un rapport étroit entre les résultats de l'élection des constituants et celle des 3 autres élections qui ont eu en même temps. Mais tu veux rappeler les 3 autres élections? Alors, les 4 élections. L'élection de constituants, l'élection de gouverneurs régionaux, qui est la première fois qui se fait, l'élection des maires et l'élection des conseillers municipaux. D'accord? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, au niveau de l'élection des conseillers municipaux, donc entre l'élection des constituants et l'élection des conseillers municipaux, il y a des résultats assez différents. C'est-à-dire, on pourrait voir un résultat un peu plus traditionnel au niveau des conseillers municipaux que ce qui s'est vraiment passé au niveau constituant ou constitutionnel. C'est-à-dire, au niveau constituant, au niveau des élections constitutionnelles, on a un vrai bouleversement, un chamboulement où au Chili, on l'a même appelé un tsunami des indépendants. Il y a un vrai bouleversement des équilibres entre les forces politiques qui étaient représentées à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'ont fait les spécialistes en général, c'est de comparer l'élection parlementaire de 2017 avec la composition de l'Assemblée constituante qu'il y a à présent. C'est-à-dire, on parle dans les 2 cas, l'Assemblée nationale au Chili est composée de 155 membres, et puis la constituante l'est aussi, 155 membres, sauf que dans des conditions différentes, puisqu'il y a la loi de parité, et puis il y a aussi la loi des quotas pour les peuples indigènes. Et également la possibilité pour des candidats sans parti d'accéder à l'Assemblée constituante, ce qu'on a constaté et ce qui a beaucoup surpris. Voilà, en plus, cela, et je dirais que c'est un des faits majeurs aussi, c'est-à-dire, au fait, il faudrait parler de ces trois variations majeures sur la composition, on va dire, de cette Assemblée de 155. Avant de parler des résultats, moi, il y a un élément qui a retenu mon attention, qui n'est pas nouveau d'ailleurs au Chili, depuis que le vote n'est plus obligatoire, mais qui est quand même sur un vote comme celui-là, qui apparemment était un vote à juste titre, ce qui n'est pas toujours le cas, qualifié d'historique, l'abstention a été quand même très élevée. Et donc, est-ce que cette abstention, pour toi, a un sens politique, ou est-ce qu'on est dans la normale des comportements électoraux au Chili, en dépit du fait qu'il ne s'agissait pas cette fois-ci d'une élection rituelle? Alors là, il y a à nouveau des opinions qui sont divergentes. Je pense qu'on n'a pas encore digéré ces résultats. Je suis, de ma part ou personnellement, individuellement, de ce que j'ai déjà recherché, plutôt sur la piste d'un résultat qui est similaire à l'abstention
des élections pendant les derniers 20 ans. Mais il y a eu une telle attente par rapport au résultat qui s'est produit en octobre, c'est-à-dire en octobre, on a quand même eu un plébiscite où c'est l'élection qui a été la plus participative des derniers 30 ans. Donc, il y a eu une attente de tous les secteurs, de tous les secteurs politiques, des médias, de l'opinion publique, d'avoir un taux très très élevé ou assez élevé des élections du 16 et du 17 mai. Il faut dire aussi, de toute façon, il y a deux éléments, je pense, qui sont importants, de toute façon, à retenir. C'est que, d'une part, on continue à être dans un contexte de pandémie. Hein. Donc, la pandémie au Chili s'avère encore très importante, avec des restrictions au déplacement des personnes dans toutes les régions du pays. Et deuxièmement, j'ajouterais l'élément qu'on a choisi ou on a décidé de faire une élection, de faire 4 élections en même temps. 4 élections en même temps qui, d'une certaine manière, agitent un peu une confusion, je pense, dans l'opinion publique, mais pas seulement une confusion du point de vue de se dire il faut voter, il a fallu voter pour, et avoir en tête une quantité importante d'informations pour exercer son vote. Hein. C'est aussi le fait que ce sont des élections très différentes entre elles. Et donc, la plus importante ou celle qui était la plus renommée, où il y avait plus d'attentes, qui était celle des constituants, est accompagnée de 3 autres qui, d'une certaine manière, reflètent un peu le rejet de la population envers le système politique ou l'élite politique ou la classe politique ou la politique professionnelle, comme on veut le nommer. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce que ce sentiment n'est pas relié à la participation? Est-ce que le rejet va au-delà des partis politiques? Est-ce qu'il va sur le système, hein? Parce que là, bon, déjà, en octobre l'année dernière, on était en période de pandémie, mais il y avait eu, le vote était très important aussi, mais il y avait eu quand même près de 50% d'abstention. Et là, on est au-delà de 50%. Oui, je pense il y a peut-être un lien à faire entre cette abstention qui augmente et le résultat. Disons, ceux qui ont gagné sont peut-être en accord avec ceux qui n'ont pas voté, ou une partie d'entre eux. Oui, non, mais sans doute, je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, il y a un lien à faire entre le résultat des élections, entre le résultat de la participation et le rejet qu'il y a, ou le sentiment de rejet qu'il y a dans la population envers le système en général. Sauf que le rejet, je pense il bouge ou il se développe à une vitesse différente à celle des élections qui sont. C'est-à-dire, le rejet est quelque chose de longue date et quelque chose qui s'installe depuis les années 90. On a des taux de plus en plus faibles de participation aux élections, avec des courbes une hausse ou des leviers de malaise de la population envers sa situation et envers sa participation dans le système. Donc, je pense que le rejet y est, évidemment, mais il joue sur le long terme. Mais par contre, les élections jouent sur le court terme, c'est-à-dire il y a ce processus-là, le processus constituant, qui s'est institutionnalisé après le 18 octobre de 2019 et qui donne résultat à un plébiscite et aujourd'hui à l'élection de nouveaux délégués constituants, c'est-à-dire est relativement nouveau. Hein. Donc, on a eu en octobre une très très haute participation et puis du coup, maintenant en mai, une faible participation. Donc, on revient un peu au taux de participation qu'on avait eu pendant Alors, maintenant, pour passer à l'analyse, à l'examen des résultats, je fais un peu de provocation, mais est-ce que tu serais d'accord avec ce commentaire très bref
finalement, ceux qui ont bien tiré leur épingle du jeu, ce sont ceux qui n'ont jamais exercé de responsabilité et qui ont pu, quelque part, incarner une forme de rejet à l'égard du système. Alors que ceux qui se sont trouvés en difficulté, qu'ils soient de droite, de centre-droit ou de centre-gauche ou de gauche, sont ceux qui, à un moment donné, après le départ du dictateur, de Pinochet, ont eu à exercer des responsabilités. Qu'est-ce que tu penses de ce petit commentaire très bref, Alors, un peu provocateur? oui et non, évidemment, et oui et non, parce que, c'est-à-dire, il faudrait retenir, je dirais, comme première conclusion de cette élection, c'est que c'est une élection qui est un coup d'affaiblissement pour tous les partis politiques. Hein, pour tous les partis politiques. Donc, sans exception, tous les partis politiques se sont vus affectés par le résultat de ces élections-là, où, il faut le dire, là on vient au résultat, où les indépendants, les listes indépendantes, ont quand même eu ou représentent plus du 30% de l'Assemblée, ou voire même plus de 33%, c'est-à-dire plus d'un tiers. Hein. Donc, je dirais comme première conclusion. Après, si on ferait la comparaison avec les personnes qui y sont, les types, qui incarnent les indépendants, donc d'un point de vue social, peut-être, si on était d'un point de vue social, je dirais que voilà, ça sonne provocateur, ce que tu dis, puisque pour les gens qui n'ont jamais été dans un parti, il y a un certain argumentaire qui est dans le fait de se dire, voilà, nous, on a eu toujours la responsabilité de faire marcher le pays avec notre travail, avec nos activités, mais on n'a jamais eu la responsabilité de la décision. Donc, c'est pour ça qu'on joue sur un discours qui est contre une classe politique, c'est-à-dire nous, ceux qui n'avons pas été, qui n'avons pas fait partie des décisions, qui avons été exclus de l'appareil de décision, mais qui quand même avons une responsabilité dans le système pays, hein, on va dire, c'est-à-dire dans la production de richesses, dans la marche de la société. Nous faisons cette différence et évidemment, ça a bénéficié ce type de discours. Mais malgré tout, il y a les indépendants, il faudra y revenir d'ailleurs. Tu donnes un peu ton avis sur qui sont ces indépendants, d'où ils sortent, parce qu'apparemment, il y a eu plusieurs plateformes d'indépendants. Ce n'est pas les indépendants, un seul bloc. Exactement. Les divisions correspondent à quoi? Mais avant de passer à cette question-là, quand on regarde le résultat des forces politiques en soi, celles qui étaient représentées au Parlement, on constate qu'il y a un tassement très fort du côté droit, ou dit Rénovation nationale, et également une décélération sensible du côté de l'ancienne concertation, et en particulier, la démocratie chrétienne, qui a été un grand parti, elle est réduite à peu de choses. Le PPD, le Parti radical sont réduits à peu de choses. Il y a apparemment uniquement le Parti socialiste qui a réussi à tirer son épingle du jeu, mais avec des alliés qui sont réduits à la portion congrue. Si on regarde de l'autre côté, on constate ce qui a beaucoup surpris un peu partout, que le Parti communiste fait un rebond assez étonnant. Alors c'est peut-être dû à des facteurs qui sont personnels aussi, parce que c'est peut-être l'un des rares partis à avoir une forte personnalité qui a marqué l'esprit des électeurs, et que le Frente Amplio a un comportement aussi qui est plutôt à la hausse. Donc là, il me semble que les chiffres parlent. Enfin. Oui, non, mais ça, tout à fait, c'est-à-dire, quand on voit, c'est-à-dire, c'est pour ça que je partais en premier de cette conclusion, le système politique qui s'est vu affecté par cette irruption des indépendants qui est
est une masse très hétérogène, comme tu le dis, de différentes personnalités, de plateformes politiques dont on pourra parler ensuite. Je pense qu'il est important d'en parler un petit peu. Et dans ce contexte, donc dans ce contexte où tous les partis se sont vus affectés par ce résultat, il y en a eu quelques-uns qui ont eu des très mauvais scores et d'autres qui ont réussi à maintenir, on va dire, ce qu'ils avaient. Hein. Donc, comme tu le dis, la deuxième grande conclusion, donc, c'est la droite et le grand acteur qui a été, qui a reçu ou qui a été affecté par qui a subi la défaite, c'est le grand acteur qui a subi la défaite, c'est-à-dire un peu plus de 40% qu'il représentait à l'Assemblée nationale, il passe à peu près entre 20 et 25%. Donc, on parle de l'ensemble des partis, hein, c'est-à-dire la droite, dans cette élection, comme elle ne l'avait fait depuis il y a très longtemps, elle a réussi à avoir une liste unique de l'ensemble des partis, donc des partis de centre qui se proclament de centre droit jusqu'aux partis de droite, d'extrême droite qui se déclarent encore pinochetistes. Non, donc c'est une vraie défaite pour les idées de la droite, pour le conservatisme au Chili. Et après, comme tu le dis, dans l'autre spectre, dans les gauches, ou dans le centre-gauche et la gauche, nous avons effectivement une démocratie chrétienne qui pratiquement disparaît, c'est-à-dire elle obtient qu'un délégué de la constituante, et les partis, le reste des petits partis qui faisaient le reste des partis qui faisaient partie de l'ex-concertation, sauf le PS, comme tu le dis. Hein. Donc le PS vraiment est le parti qui de cet ensemble-là qui maintient donc plus ou moins son score, hein, et qui obtient un bon résultat aussi au niveau des municipales, et de même le fait le Parti communiste et le Frente Amplio. Donc, le Parti communiste et le Frente Amplio, au niveau de l'Assemblée, ils augmentent un peu, hein, c'est-à-dire on ne parle pas de grandes victoires non plus, hein, de grandes hausses, de grandes explosions, de grands leviers électoraux. Hein. Mais cela est accompagné quand même des résultats municipaux. Hein, c'est-à-dire ils obtiennent des mairies dans certains endroits emblématiques. Santiago, par exemple, hein, par les communistes, c'est un fait historique, hein, c'est-à-dire c'est la capitale. Hein, et donc, cela accompagne ou raffirme cette idée que les partis, le Parti communiste et le Frente Amplio, c'est-à-dire, on va dire, la gauche, hein, ou les secteurs qui se réclament de la gauche, obtiennent un résultat qui est meilleur que les autres. Hein. Mais c'est-à-dire, la gauche, on va dire, les partis qui se réclament ou qui s'intitulent comme gauche, le PC, le Frente Amplio et le PS, le Parti socialiste, on voit qu'il y a quand même, ils arrivent à surfer la vague et à former un bloc de partis dits traditionnels qui quand même ont subi la illégitimation, je ne sais pas comment dire, et qui ont subi, c'est-à-dire une forme je ne trouve pas le mot, ils n'ont plus la légitimité, hein, ils n'ont plus la légitimité qu'ils ont eue ou qu'ils avaient auprès de la population. Non, mais ils arrivent tout de même à tenir un score qui les rend très importants pour ce qui vient. Non. Mais au vu des résultats, si tu veux, les commentaires qui ont été faits un peu partout au Chili, mais aussi hors du Chili, dans le monde, c'est de coupler, et comme tu dis, la hausse qui n'est pas si significative que ça, mais il y a une petite hausse
dans l'Assemblée constituante, mais qui est couplé avec de très bons résultats ou des résultats spectaculaires au niveau des élections municipales et régionales pour les gouverneurs, à la fois pour le Parti communiste comme pour le Frente Amplio. Et donc, en croisant ces deux résultats, donc ça a permis de conclure qu'il y avait, après les indépendants, ces deux forces qui sont plutôt présentées comme étant en bonne position. Voilà, exactement. C'est-à-dire, euh, euh, tout de même, c'est-à-dire le PC, le Front Amplio, il représente à peu près le 18% de cette assemblée, et le PS, donc avec ce qui reste des anciens partis de la consultation, à peu près le 16%, et ensemble, ils font un peu plus du 30%. Donc, oui, ils vont jouer un rôle. Hein. Donc, et ça, c'est les résultats. Sauf qu'il y a aussi la question symbolique hein, de ce qu'ils représentent encore et ce qu'ils représentent en tant que parti politique et en tant qu'acteur d'un système qui est fortement mis en question. Hein. Et donc, il y a des choses qui montre aussi la difficulté que ces différentes forces vont avoir pour une convergence hein, au sein de l'Assemblée, puisque il y a aussi une espèce de sensation d'essayer de s'approprier d'une certaine victoire, ce qui est typique après les élections, de se dire qui est le principal vainqueur d'un score comme celui-ci. Donc, d'une part, le PC et le Frente Amplio essayent de s'asseoir un peu sur une victoire, mais qui est difficile vraiment je dirais objectivement, à intituler de cette manière, puisqu'on a une irruption énorme des indépendants. On a à peu près 9 millions de personnes qui n'ont pas voté. Et puis, on a tout de même un PS qui est fortement questionné par cette gauche PC et Frente Amplio, qui se tient comme un acteur qui va continuer à être important dans ce jeu-là. Donc, on l'a vu, juste pour finir, on a vu cette différence, ce conflit, cette difficulté à dialoguer la semaine dernière pour inscrire une primaire unitaire de la gauche, du centre-gauche, qui a échoué. Hein, et a échoué à la dernière minute, non ? Avant de parler des présidentielles, je voudrais rester sur la constituante. Le gagnant de cette élection, ce n'est pas un gagnant avec une étiquette, c'est la possibilité d'un changement de constitution, puisque le tiers bloquant que revendiquait la droite, elle ne l'a pas atteint. Donc on est dans une situation où tout est ouvert, où une constitution à la fois démocratique et sociale peut être adoptée. Et reste à savoir l'inconnu des indépendants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qui sont-ils? La clé se trouve quand même là. Elle ne se trouve pas dans les élus de la ex-concertation ou au PC ou au Frente Amplio. Il se trouve la clé dans ce bloc dont j'aimerais bien avoir un peu de ta part des précisions quant à son contenu et à son comportement éventuel dans les débats pour élaborer la prochaine constitution. Alors, je dirais donc, après toutes ces nuances électorales dont on parle, oui, la principale, donc le principal résultat est effectivement que le Chili aura sans doute a déjà un acquis, je pense, qu'il va y avoir une constitution qui va être complètement différente à celle de 1980, qui va être faite de manière paritaire, avec la participation de la population, avec les peuples originaires. Et donc, je pense que là, déjà, en plus des questions très, très importantes, comme le fait de se dire si
que le Chili va par exemple, devenir un État plurinational, sont des questions très, très importantes de fond qui semblent plus ou moins acquises avec cette énorme défaite qu'a reçue la droite. Donc, l'éruption des indépendants et surtout, je pense que le fait de se dire qu'il y a aujourd'hui il y a à peu près 2/3 du pays représentés dans cette assemblée constituante qui veulent des changements profonds de la société chilienne. La question qui se joue sur les indépendants c'est qu'il y a différentes plateformes, mais il faudrait au moins en soulever une importante, qui est la plateforme qu'on appelle la liste du peuple, la lista del pueblo, hein, qui a obtenu un résultat important, très, très important, c'est-à-dire ils sont à peu près la moitié des délégués qui ont été élus. Hein. Des 48, ils sont à peu près la moitié, c'est-à-dire à peu près 25, ils représentent à peu près le 16% de toute l'Assemblée nationale. C'est une liste qui peut-être préfigure la formation d'un nouveau parti, hein, politique, mais qui représente des gens qui n'ont jamais participé, ou la plupart, hein, il y en a quelques-uns qui ont quand même participé de partis politiques, mais la plupart sont des gens qui n'ont jamais participé de partis politiques. Et on y retrouve des personnes de toute origine, hein, de toute origine sociale, hein, c'est-à-dire des avocats, des médecins, mais on y retrouve aussi des femmes de ménage, des ouvriers, des professeurs. Et quel est leur dénominateur commun, s'il y en a un, Alors, en matière de contenu politique? En matière de contenu, ils ont réussi à faire une plateforme qui vraiment, ils ont une plateforme qui se joue pour des changements assez radicaux, hein, de la Constitution, c'est-à-dire changement du régime politique. On ne sait pas très bien quel est le régime politique qu'ils souhaitent, mais on ne sait pas s'ils vont choisir plus de parlementarisme ou de présidentialisme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être très coriaces pour avoir un régime politique qui soit le plus participatif possible. Du point de vue des droits sociaux, c'est une remise en question, par exemple, d'une éventuelle renationalisation de toutes les ressources, hein, de toutes les ressources naturelles. Y compris le système de retraite privé qu'a le Chili. Oui, mais le système de retraite, je le laisserai un peu sur un point un peu différent, puisque je pense que sur ce point-là, il y a un consensus assez vaste. Hein, c'est-à-dire, le système de retraite, il est privé qu'il y a actuellement au Chili, il est déjà on va dire, dans une situation où sa mort est en cours, c'est-à-dire on assiste un peu à la fin de ce système-là. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses à dire sur cela, mais je dirais on pourrait même affirmer que le système, il s'est terminé. Hein. Il ne s'est pas terminé en termes concrets encore, mais avec ce qui s'est passé, avec la possibilité qu'on a donnée aux gens de pouvoir retirer leurs fonds, une certaine quantité de leurs fonds à une, deux, trois occasions, peut-être une quatrième, cinquième occasion. Donc, c'est quand même c'est quelque chose qui bouleverse tout, sachant que quand même le système de retraite est un élément central de l'organisation économique d'un pays. Non. Donc, sur ce point-là, je vais m'étendre un petit peu sur ce point-là, parce que c'est quand même un point, je dirais, de convergence qui préfigure aussi qu'il y a certaines idées de social-démocrates, hein, qui peuvent être des points de convergence de
de cette assemblée, c'est-à-dire avoir un État avec des droits sociaux forts et importants, un peu dans la ligne des pays européens, qui change la donne du type d'État libéral que nous avons, ou néolibéral que nous avons eu ces 30-40 ans. Hein. Mais je dirais que les différences peuvent être surtout sur la manière donc de comprendre ou d'établir un système démocratique. Hein. Je pense le système de décision, la participation de la population dans les décisions, la forme de construire une représentation, c'est-à-dire la formation du système politique, de la classe politique ou des dirigeants. Je pense que ça va être un point de divergence. Hein. Là est une question, je pense, qui est assez centrale de la Constitution, dans laquelle on y voit déjà des difficultés. On ne voit pas très bien quelle va être un peu la ligne. Dans le secteur, on va dire, aujourd'hui, le Parti socialiste passe à être un peu plus au centre, hein, avec des positions un peu plus conservatrices que le reste. Hein. C'est-à-dire, on réfléchit déjà, ce sont des réflexions qu'il y avait depuis quelques années, de passer d'un système présidentialiste à un système semi-présidentialiste. Voilà. Donc, on retrouve des réflexions qui sont souvent réfléchies dans les think tanks, par les académiques, par les universitaires. Mais je pense que du côté des indépendants, et surtout par cette liste du peuple, et même voir une partie du Frente Amplio, on va vers des formes de démocratie, ou tenter d'avoir des formes de démocratie plus directes. Hein. Donc, personne ne sait très bien comment on fait une démocratie plus directe aussi dans cette société digitale et plus analogue, ce qui ouvre des possibilités de convergence, hein, puisqu'on pourra innover sur ce point-là, mais de toute façon, des positions un peu qui vont avoir, où il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de frictions, je pense. Hein. Juan Pablo, donc oui, si j'ai bien compris, le principal bloc indépendant là, qui s'appelle Liste du peuple, enfin, grosso modo, est plutôt à gauche, hein, dans ses différentes positions. Oui, je pense que oui. C'est-à-dire… Il n'y a pas d'indépendants de droite. Il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y en a quelques-uns, oui. Il y en a quelques-uns. Mais il y a l'impression, c'est-à-dire… il y a aussi un discours qui a été mené par les différentes listes, par les différents délégués, qui est vraiment de changement. C'est-à-dire, il y a quand même un point qui est commun à tous les indépendants. Hein, et il y a beaucoup d'indépendants qui ont fait partie des listes des partis. C'est-à-dire, les partis, dans cette élection, ont ouvert des sièges de candidature pour des indépendants, hein, parce que avec les propres militants, il était très difficile d'avoir des meilleurs scores et résultats. Donc, il y a aussi, c'est pour ça que la première idée qu'il y a vraiment une question d'affaiblissement des partis, je pense que c'est un point commun entre les chercheurs, hein, c'est-à-dire, effectivement, il y a des choses cachées. Hein, derrière ces résultats, il y a des choses cachées, comme le fait qu'il y a aussi des indépendants qui sont dans ces listes de partis, qui évidemment ne sont pas en rupture avec ces partis, c'est-à-dire ils partagent certains éléments idéologiques, tout cela, mais il y en a pas mal qui ont déjà dit, voilà, maintenant on a été élus en tant qu'indépendant dans une liste de parti, mais moi, nous n'allons pas faire ce que le parti nous dit. On est libre. D'accord ? Donc, il y a quand même une force d'indépendants qui est contre le système politique qu'il y avait. Et qu'il y avait non seulement dans les formes de ce système, parce que c'était la constitution de Pinochet, sinon parce que aussi, ce sont des partis qui sont devenus traditionnels pour eux.
même le Frente Amplio, même le Frente Amplio qui, d'une certaine manière, représente un peu les héritiers de ce système, mais qui représente d'une certaine manière une élite politique, des professionnels de la politique, des gens qui, d'une certaine manière, vont avoir comme activité professionnelle que la politique. Et je pense que on a l'impression que du point de vue des indépendants, c'est un point de différenciation très, très important. Donc, il y a une vision de gauche, symboliquement. On veut des changements radicaux, on veut une démocratie plus participative, on veut plus de droits sociaux, mais avec d'autres personnes, d'autres institutions politiques, d'autres acteurs. Oui, juste là, oui, après la liste des résultats et les nouveaux rapports de force, un peu, les nouveaux rapports de force politique, c'est un peu pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, sur maintenant parler du processus constituant, le calendrier, la méthode, si une fois une nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée constituante, est-ce qu'il y aura une sanction par un référendum, enfin voilà, un peu parler et avant de parler de l'élection présidentielle qui est quand même dans la ligne de mire, et du processus constituant en lui-même. Avant de passer à cette question importante, j'en aurais une autre. On a absolument, tu parles qu'il y a une nouvelle forme de faire la politique. Il y en a qui pensent qu'il faut aller vers des formes plus participatives, directes, etc. Mais tu n'as pas du tout parlé, et je n'ai rien vu de particulier, sur la société, ce qu'on appelle traditionnellement la société civile. Où est-ce qu'elle est passée? Les syndicats, les associations, est-ce qu'ils ont eu une place dans ces débats? Ou est-ce que les indépendants sont également indépendants de la société civile? Alors, c'est une très bonne question et elle a une réponse, c'est-à-dire les syndicats de travailleurs, les syndicats d'étudiants, les syndicats professionnels et d'autres organisations de ce type-là, qu'on peut appeler la société civile, oui. Je dirais que majoritairement, avant de dire cela, au Chili, ces organisations-là, elles ont toujours, il y a toujours eu une tradition institutionnelle de ce point de vue-là. Ce sont des organisations anciennes qui ont une longue histoire dans la formation de la gauche au Chili et qui ont été le centre et l'espace aussi de dispute des différents partis de gauche pour avoir des liens avec la société et pour, d'une certaine manière, orienter ce qu'on peut appeler le mouvement social. Donc, aujourd'hui, je dirais que ce qui est la CUT, la Centrale unitaire des travailleurs, la FECH, la Fédération des étudiants de l'Université du Chili ou le CONFECH, ou d'autres organisations nouvelles comme le mouvement contre les AFP, contre le système de retraite privé, sont plutôt de l'ordre des organisations traditionnelles. Elles font partie, c'est-à-dire de ce système politique où les partis politiques, c'est pas ce que je pense nécessairement, mais je dirais, c'est plutôt le discours qui est installé, c'est-à-dire on y voit que ce sont des institutions qui ont été un peu guidées, orientées ou au service de certains partis politiques. La droite aussi a ces organisations-là. Et donc, ce sont des organisations qui se sont un peu vidées de leur légitimité. Et donc, les indépendants ne font pas partie n'ont pas non plus une histoire dans ces organisations-là. Et peut-être, il y a un exemple assez marquant qui est celui de Luis Messina, qui est un dirigeant très connu du monde des travailleurs, mais qui a été le formateur et la personne qui a été à la tête du mouvement contre le système de retraite privé, qui s'est porté candidat à la constituante et qui n'a pas été élu. Donc, on pouvait espérer que ce soit le contraire, mais il ne l'a pas été. Donc, les discours aussi
et les discours qui proviennent des mouvements sociaux traditionnels, on va dire, hein, aussi sont regardés avec soupçon par une opinion publique d'indépendants qu'on ne sait pas très bien, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien encore qu'est-ce que cela représente, mais du tout, c'est un changement qui laisse le scénario complètement ouvert. Maintenant, du point de vue du système, de ce qui vient au niveau du calendrier constitutionnel, ce qui vient, c'est donc en juin, le mois prochain, c'est l'installation de la constituante. Et puis, elle devrait sessionner pendant 9 mois avec le droit de renouveler 3 mois encore de délibération, proposer une constitution nouvelle. Et cette constitution nouvelle, elle devra être ratifiée dans un plébiscite l'année prochaine. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est qu'on commence à discuter deux questions. Donc, la constituante devra établir en premier une directive, c'est-à-dire un président, un vice-président, un secrétaire, voilà, une directive, un secrétariat de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée constituante, et puis ensuite, où en parallèle, la rédaction d'un règlement. Donc, et puis à partir, quand il y aura consensus sur ces faits-là, il y aura évidemment le processus de rédaction et le processus de délibération sur… Pour l'instant, on ne sait pas si il va y avoir des commissions sur le social, sur le système politique, sur la plurinationalité. On ne sait pas comment elle va travailler. Non, on est vraiment sur cette question maintenant. On le voit vraiment dans les médias et dans l'opinion publique qui commence à s'installer cette question. Qui va diriger l'Assemblée constituante et quelles règles vont être celles qui vont… Qui va diriger la constituante? Voilà. Donc, c'est une très bonne question. Il y a… il y a dès la semaine dernière, il y a quelques voix de certains délégués qui ont proposé que la présidente ou la présidence de cette assemblée, elle soit menée par la Machi Linkonao, qui est une autorité, on va dire, du peuple mapuche qui a été élu, en mai, et qui est un fait assez symbolique et fort, parce que la Machi Linkonao, c'est une dame qui a été incarcérée il y a quelques années pour avoir été soupçonnée et puis d'avoir participé à l'assassinat de certains propriétaires terriens dans le sud. Et puis donc la justice a mené l'investigation et puis finalement elle a conclu à sa libération. Mais ça a été un fait très, 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 très marquant à ce moment-là. Et donc très aussi rejeté par le secteur plus conservateur de la société chilienne, comme qu'ils l'ont traité de délinquante, c'est-à-dire avec un langage offensif qui fait qu'aujourd'hui, si elle devient la présidente de cette assemblée constituante, est un fait absolument majeur, puisqu'on aurait quand même symboliquement les Mapuches seraient à la tête de la conduction de ce pouvoir. C'est impossible, ce n'est pas fait. Elle n'a pas été élue encore. Non, elle n'a pas été élue. Non, mais elle n'a pas été élue. On ne sait pas si elle va être élue. Je pense que c'est difficile qu'elle le soit. Mais donc,
ça remet, ça met je pense qu'on va être plein de choses symboliques comme celle-ci hein, dans l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la discussion et le débat sur des choses qui vont vraiment faire clivage dans l'Assemblée nationale, qui vont être vraiment, c'est-à-dire la personne qui a proposé cela, qui s'appelle Jorge Baradit, est un indépendant qui a été élu avec des premières majorités nationales dans la liste du PS. Donc, ce qui, d'une certaine manière, montre que je pense que le clivage gauche-droite, d'une certaine manière, on va avoir beaucoup de difficultés à avoir ce clivage gauche-droite dans l'Assemblée. C'est-à-dire, on va avoir plutôt des clivages par thématique. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, dire, voilà, le fait d'avoir symboliquement un Mapuche à la tête de l'Assemblée nationale est quelque chose qui pourrait être assez transversal, hein, indépendamment de la radicalité des acteurs sur des points qui sont traditionnellement appartenant à la gauche, par exemple. Donc, je pense que là est un point de discussion et de friction importante. Et puis l'autre est le règlement, hein, le cadre de règles et de normes qui vont permettre le déroulement de la rédaction de cette nouvelle constitution. Puisque dans l'accord qu'ont fait les partis politiques actuels ou traditionnels, qui ont permis, on va dire, une institutionnalisation de ce qui est aujourd'hui, on peut le dire avec beaucoup plus de propriété, avec cette révolution, on va dire, populaire ou citoyenne, qui, d'une certaine manière, avait établi que pour avoir des accords au sein de cette nouvelle constitution, il fallait réunir les 2/3 de cette assemblée. Hein. Donc, c'était un accord des partis. Hein. Mais, donc, cela a fait polémique au début. Du processus. Hein. Il y a un peu de discussion, mais une fois que la campagne s'est installée, que le plébiscite d'octobre a été gagné, on n'en a plus vraiment reparlé. Il y avait eu un peu l'impression que voilà, bon, on allait avoir les 2/3 était une norme qui est acquise pour la nouvelle constitution. Sauf que immédiatement après les résultats de mai, hein, avec les délégués déjà élus, on a à nouveau différents acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs qui font pas, des délégués qui font partie des mêmes listes, hein, qui remettent en question cette idée des 2/3. Ils se disent, voilà, les 2/3, c'est une règle qui a été imposée par les politiciens professionnels, par la classe politique, par le système politique que nous questionnons. Hein. Ce n'est pas grâce aux partis que ce processus se développe, c'est vraiment grâce au soulèvement de la population en octobre. Et donc, on a le droit de remettre en question, et ça sera une question qu'on devra discuter dans l'Assemblée nationale. Donc, ça remet beaucoup d'énergie au système, ça remet plein d'énergie au débat, au conflit, puisque du point de vue des conservateurs, hein, du point de vue de la droite, et j'imagine que des acteurs qui sont silencieux, mais qui font partie de la société chilienne, comme les forces armées, ce sont des questions qui font réfléchir, qui font hausser le ton, qui mettent un vocabulaire beaucoup plus offensif pour se dire, voilà, on est face à une situation dans laquelle les accords ne vont pas être respectés. Hein. Et donc, d'une certaine manière, je pense que aussi la droite est dans une recherche d'instabilité, hein, puisque aujourd'hui, dans une situation où la défaite est le mot d'ordre pour eux, un scénario d'instabilité
et un scénario dans lequel ils peuvent dire, voilà, bah, vous voyez, on vous avait dit, ça n'allait pas marcher. Quand il y a la gauche qui arrive, c'est le désordre, c'est un peu l'anarchie, la catastrophe, et donc on a besoin de forces d'ordre, de pouvoir qui puissent instaurer. Voilà. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Non, justement, j'allais dire peut-être encore une ou deux questions. J'en aurais une qu'il faudrait poser avant la fin de notre échange. C'est que ce résultat et la dynamique des travaux qui va être celle de la constituante se déroule avec un fond d'élection présidentielle. Voilà. Alors, quelle peut être l'incidence du résultat avec les indépendants qui ont une place très importante, la dynamique des travaux, l'élection du président, la constituante et la dynamique des travaux sur la constituante. Est-ce que les indépendants, je ne sais pas, pour l'instant, ils n'y ont peut-être pas pensé, mais ça m'étonnerait qu'ils n'y pensent pas à un moment ou à un autre, envisagent d'avoir une candidature, par exemple. Alors, ce qui est clair, c'est que le processus constituant, il est venu ouvrir tout. Il ouvre s'il y avait des choses où on avait certaines idées reçues que effectivement on pouvait prévoir, faire des projections électorales. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est dans un scénario où tout est ouvert. Hein. Vraiment, tous les calculs, les ingénieries électorales sont très, très difficiles, je pense, à faire, surtout pour les chercheurs aujourd'hui. Ils sont vraiment dans une situation assez compliquée de ce point de vue-là. Donc, la présidentielle, effectivement, est un élément absolument central puisque c'est le gouvernement, c'est c'est un peu le commandement de l'État, non? C'est-à-dire, c'est présidentielle à l'ancienne. Et en plus, une présidentielle à l'ancienne. Avant que la Constitution soit modifiée. Voilà. Donc, alors, une chose à dire sur le nouveau gouvernement. N'importe quel soit le gouvernement, il va s'agir d'un gouvernement de transition. Hein, puisque un gouvernement au Chili doit durer une période de 4 ans et on devrait avoir une nouvelle constitution l'année prochaine. Hein. Donc, n'importe quel soit le gouvernement qui soit élu aura un peu la mission ou la limitation, c'est-à-dire de se dire qu'il est un gouvernement de transition et qui rapidement il se retrouve quelques mois après avoir été élu mise en question sur sa légitimité à prendre des décisions. Hein. Donc, c'est une situation assez particulière. Mais c'est quand même un élément très, très important puisque le nouveau gouvernement doit aussi permettre ou donner les conditions pour la finalisation aussi de l'Assemblée constituante. Hein. Et d'une certaine manière, mais il y aura, on peut prévoir que dans les mois qui viennent, à partir de novembre, quand on aura le nouveau gouvernement, mais même maintenant, hein, on aura cette dualité, hein, parce qu'on aura deux pouvoirs. On aura un nouveau pouvoir en place, qui est la constituante, mais avec un gouvernement et aussi avec une Assemblée nationale, hein, ou un congrès, parce que c'est le Sénat et puis l'Assemblée nationale ensemble. Et en novembre, on devra choisir un président et un nouveau Sénat et aussi une nouvelle Assemblée nationale. Donc, les institutions, on va dire, les anciennes institutions, ces anciennes institutions qui vont être encore présentes là, risquent donc d'être fortement mises en question dans cette situation, mais aussi de rajouter un élément de désordre à la constituante. Et donc, ce que tout le monde attend, et c'est un peu le climat qu'on peut percevoir, c'est que ça renforce l'idée qu'il va y avoir des mouvements sociaux dans la rue fortement actifs pour pressionner n'importe quelle institution qui en aura besoin du point de vue de ces mouvements sociaux. C'est-à-dire, tant l'Assemblée constituante sera soumise à ces mouvementations
comme le nouveau pouvoir exécutif et le nouveau pouvoir législatif qui devrait continuer à marcher jusqu'à la mise en place de la nouvelle constitution. Alors, dans la conjoncture, cela, je pense que se traduit effectivement par ce désordre que l'on peut voir, cette multiplicité de candidats où voilà, il y en a, c'est un peu pareil que les partis, il y en a qui sont un peu plus hauts que d'autres, il y en a qui n'arrivent pas à décoller, mais on ne peut pas voir une très nette différence d'intention de vote pour un ou un autre candidat. Donc, ça reste encore très, très ouvert. C'est-à-dire, il y a 2 semaines, une candidate qui était apparemment, qui s'élevait sur tout le monde, qui était une candidate qui représentait qui est une candidate de gauche qui s'appelle Pamela Giles, mais qui vient du spectacle, de la télévision, de spectacle, et qui s'était fait très, très connue, et qui avait un discours très contre les partis, en étant, elle, députée. 2 semaines après, elle se retrouve avec amputée de la moitié de son intention de vote. Donc, la conjoncture fait que elle se rallie beaucoup au processus que vit le pays, c'est-à-dire un processus dans lequel les choses sont ouvertes, il y a une dualité de pouvoir, et cela joue, je pense, que sur la formation des différentes candidatures. Il y a des choses qui sont certes, qui ont été accélérées, comme le fait, par exemple, de cet un peu effondrement du centre-gauche, c'est-à-dire de la démocratie chrétienne, ça fait des années, de toute façon, qui était dans une situation où il ne savait pas très bien jongler entre être un parti qui devait aller plus à la droite ou revenir un peu plus à gauche, ou des partis comme le PPD aujourd'hui, qui est le Parti pour la démocratie, qui est un parti dont, par exemple, qui était le candidat à la présidentielle, qui est Heraldo Muñoz, que vous le connaissez, non seulement a déposé sa candidature présidentielle en faveur de la socialiste Paula Narváez, sinon qu'il a déclaré que le parti était à arriver à une fin, à la fin de son cycle vital, c'est-à-dire une idée que le parti n'est plus, ce parti, PPD, n'a plus de raison d'être et d'existence dans le système politique. Donc, des choses qui sont quand même importantes, puisque du point de vue de l'histoire, ce sont des choses qui ont eu beaucoup de mal à se fermer. C'est-à-dire le PPD, quand on regarde l'histoire du PPD, et cela comme exemple pour d'autres partis. Le PPD est un parti qui a été créé par les socialistes l'année 87, quand le PS était proscrit par le régime de Pinochet, pour pouvoir participer à la campagne pour le plébiscite du non et du oui pour la continuité de Pinochet. Et dans la réunification et pendant la réunification du Parti socialiste, l'année 89, au lieu de participer à la réunification, quelques-uns, dont Ricardo Lagos, qui était président de la République, ont décidé de la continuité de ce parti-là. Mais donc un parti qui est idéologiquement, donc son origine est dans le Parti socialiste ou dans le socialisme, mais qui a servi quand même d'instrument électoral pendant 30 ans, et qui aujourd'hui donc avec la déclaration d'Heraldo Muñoz, remet en question l'existence et un peu une situation assez complexe pour le parti, pour sa continuité, vu les résultats et vu aussi les déclarations de ses principaux dirigeants. Donc, ce qui fait que donc on est face vraiment à il va y avoir une réorganisation de tout cela. Il va y avoir une réorganisation, il va y avoir une réorganisation des forces de la gauche et de tout le spectre politique qui, d'une certaine manière, je ne sais pas s'ils vont arriver à novembre, cette réorganisation, elle va être vraiment déjà mûre, je ne le pense pas, mais ce qui fait que déjà, d'ici novembre, ça fait beaucoup de temps.
C'est-à-dire qu'il peut passer plein de choses dans les mois qui viennent. Merci Juan Pablo pour cette analyse complète. Et je pense qu'on aura d'autres occasions d'échanger sur le processus qui commence. Voilà, mais déjà en novembre. Déjà en novembre. Mais avant de faire un point, voir comment ça se déroule du côté de l'Assemblée constituante et de l'évolution des rapports de force internes. Merci à moi de m'avoir invité à nouveau, de parler du Chili, qui est quand même, je pense, comme le disait à un moment Jean-Jacques, ce qui se passe au Chili peut être aussi quelque chose qui peut influencer ou avoir une influence sur la région. C'est quand même très intéressant ce qui se passe. Et donc, on continuera à regarder avec beaucoup d'attention. C'est vrai qu'en Colombie, la résolution de la crise chilienne, qui était sociale au départ, qui est devenue politique, intéresse beaucoup. Oui, non, il y a des liens assez forts. Et comme jamais, il y a une interconnexion, on va dire, des opinions publiques qui fait qu'il y a certaines idées qui s'échangent à travers les médias qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire, même au Chili, la question colombienne est un débat. Et vu les migrations qu'il y a eu très, très importantes ces dernières années, ça fait que les répercussions d'un pays et de l'autre aient plus d'influence. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.